Ce matin glacial du 19 mai 1536, Londres respirait déjà l'odeur de la mort. Pas n'importe quelle mort, celle d'Anne Boleyn, la reine, celle qui avait fait trembler l'Europe pour un trône. Maintenant, elle n'était plus qu'un spectacle, une offrande macabre au sommet de l'échafaud, au cœur même de la tour de Londres. Les gardes l'escortaient, lourds et silencieux. Sa robe noire, d'un velours sombre comme la nuit qui venait de s'achever, flottait mollement au gré d'une brise matinale indifférente. Elle marchait, la tête haute, défiant le destin, mais ses yeux, eux, trahissaient l'abîme insondable de la peur. Dans quelques instants, tout serait fini. Comment la femme qui avait enchaîné le cœur du roi le plus puissant d'Angleterre avait-elle pu chuter si bas ? Il faut remonter bien avant ce jour funeste, loin des clameurs de la foule et du tranchant de l'épée, pour saisir l'incroyable ascension de celle qui n'était pas née pour porter une couronne. Anne Boleyn, issue d'une famille noble, oui, mais sans la moindre goutte de sang royal, n'avait pas le destin d'une reine inscrit dans les étoiles. Son intelligence aiguisée, son esprit vif et son ambition dévorante l'avaient conduite à la cour d'Henri VIII, où son charme magnétique ensorcela le monarque. À cette époque, le roi était lié par les liens sacrés du mariage à Catherine d'Aragon. Mais Anne n'était pas femme à se contenter des miettes. Elle refusa catégoriquement d'être une simple maîtresse, une ombre dans le sillage royal. Elle exigea d'être son épouse, sa reine, sa seule des uniques. Aveuglé par une passion brûlante, Henri VIII défia l'Europe entière, bafouant les traditions, les dogmes et l'autorité papale pour elle. En 1533, après un scandale sans précédent qui déchira le continent, Anne Boleyn fut couronnée reine d'Angleterre. Son triomphe était complet, sa victoire éclatante. Mais son règne, loin d'être paisible, fut marqué par une controverse grandissante. L'Angleterre attendait un héritier mâle, un fils pour sécuriser la lignée, et elle ne donna au roi qu'une fille, Élisabeth. Le murmure des ennemis de la cour, d'abord discret, se mula en un tumulte menaçant. Les mêmes portes qui s'étaient ouvertes pour l'élever au trône allaient bientôt se refermer, impitoyables, pour la précipiter vers sa perte. En mai 1536, l'impensable devint réalité. Anne Boleyn fut jetée dans les geôles glaciales de la tour de Londres, accusée de trahison, d'adultère et même d'inceste. En quelques mois à peine, elle était passée de reine souveraine d'Angleterre à prisonnière du roi le plus puissant du royaume. Désormais, elle attendait un procès, une mascarade, dans une cellule humide et sombre, son destin déjà scellé. Le verdict, elle le savait, ne dépendrait pas de la vérité, mais de la seule et unique volonté du roi. Les accusations portées contre elle étaient dévastatrices, un tissu d'infamie destiné à la déshonorer. On l'accusa d'avoir eu des relations avec 5 hommes, dont son propre frère, Georges. On prétendait qu'elle avait conspiré contre le roi, qu'elle avait même planifié son assassinat pour placer un amant sur le trône. À la cour, les rumeurs se propageaient comme un incendie dévastateur, consumant toute réputation sur son passage. Peu osaient la défendre. Henri VIII, l'homme qui avait risqué son royaume pour elle, avait déjà choisi sa prochaine épouse. Pour que son nouveau mariage soit légitime aux yeux de tous, Anne devait disparaître. Le procès n'était qu'une formalité macabre. Les témoins étaient achetés ou menacés, les juges connaissaient déjà le verdict qu'ils devaient prononcer. Anne se défendit avec un courage admirable, niant chaque accusation avec force. Mais ses paroles, aussi sincères fussent-elles, n'avaient aucun poids face à la machine implacable du pouvoir. Le 15 mai 1536, la reine d'Angleterre fut déclarée coupable de haute trahison. La sentence fut claire, terrifiante. Une prêtresse devait être brûlée vive sur le bûcher ou décapitée à la hache. Mais Henri, dans un dernier geste de cruauté déguisé en pitié, choisit une autre méthode. Il ordonna qu'un bourreau français, réputé pour son habileté à l'épée, soit envoyé à Londres. L'exécution serait rapide et nette, un seul coup. Mais la rapidité du coup d'épée ne suffirait pas à apaiser l'horreur de ces derniers jours. Dans la nuit du 18 mai 1536, Anne Boleyn passa sa dernière nuit dans sa cellule de la tour de Londres. Le temps semblait s'être figé, lourd et silencieux.
Au loin, le son sinistre des cloches résonnait, tandis que dehors, les préparatifs pour son exécution étaient en cours, macabres et méthodiques. À l'intérieur, la reine déchue priait en silence. Elle n'attendait plus ni justice ni clémence. Tout ce qui lui restait, c'était d'accepter son destin inéluctable. On lui avait annoncé qu'elle serait exécutée à l'aube. Le bourreau français avait été spécialement envoyé pour l'occasion. Elle échapperait ainsi à la brutalité d'une hache émoussée, à l'incertitude d'un coup maladroit. Un seul coup d'épée suffirait. Mais la peur, insidieuse et poignante, était toujours là. Anne savait que l'histoire était remplie d'exécutions ratées, de bourreaux inexpérimentés qui devaient s'y reprendre à plusieurs fois pour séparer la tête du corps. L'incertitude, cette nuit-là, était un supplice. Elle dormit à peine. Un prêtre entra dans sa cellule pour entendre sa dernière confession. Elle resta digne, inébranlable, et réaffirma qu'elle n'avait jamais trahi le roi, que les accusations portées contre elle avaient été fabriquées de toutes pièces par ses ennemis. Dans un moment de calme poignant, elle écrivit une dernière lettre. Elle n'était ni pour sa fille Élisabeth, ni pour sa famille. Elle était adressée à Henri VIII. Elle ne suppliait pas pour sa vie. Elle se contentait de lui rappeler qui elle était, ce qu'elle avait sacrifié pour lui. Mais cette lettre, elle le savait, n'atteindrait jamais son destinataire. Peu avant l'aube, la cellule s'illumina d'une lueur froide et blafarde. Un garde entra, le visage fermé, et l'informa que l'heure était venue. Anne inspira profondément et se leva. Elle revêtit ses plus beaux vêtements, une robe noire, simple mais élégante, et une cape de velours sombre. Elle voulait mourir avec dignité, avec la prestance d'une reine, même déchue. Alors qu'elle marchait dans les couloirs de pierre de la tour, la foule s'était déjà rassemblée dans la cour. Il n'y avait plus de retour en arrière possible. Le matin du 19 mai 1536, un silence pesant enveloppait la tour de Londres. La foule s'était massée tôt pour assister à la fin de celle qui fut un jour la reine d'Angleterre. Anne Boleyn avançait d'un pas assuré vers l'échafaud de bois, sa robe noire ondulant doucement sous la brise matinale. Elle ne portait ni couronne ni bijoux, seulement un voile simple recouvrait ses cheveux sombres avec élégance. Elle gravit les marches, son regard droit, ne laissant transparaître aucune trace de larmes sur son visage. Elle gardait la tête haute, comme si elle était encore la reine qu'Henri avait aimée, qu'Henri avait élevée. Mais son sort était déjà scellé, irréversible. Elle s'agenouilla sur un coussin, son cou fin, pâle et vulnérable. Il n'y aurait pas de coup maladroit d'une hache émoussée. Un bourreau français, l'épée dissimulée derrière son dos, la fixait en silence, sa posture annonçant l'inéluctable. Anne respira profondément et regarda la foule une dernière fois. Sa voix, étonnamment ferme et claire, porta à travers le silence absolu. Elle n'accusa personne, elle ne chercha pas à se défendre. Elle prononça simplement les mots que l'on attendait d'elle, les mots de la loyauté forcée. « Je n'accuse aucun homme de ma condamnation. Je meurs en fidèle servante de Sa Majesté le Roi. Que Dieu sauve le roi. » Ces dernières paroles furent pour l'homme qui avait ordonné sa mort. Le bourreau s'avança. Anne retira son voile et tourna le visage, refusant de voir l'instant fatal. Son cou était fin, sa peau pâle contrastait violemment avec le bois sombre de l'échafaud. Le bourreau se prépara, exécutant son geste avec une précision effrayante. En un éclair, l'épée fendit l'air. La tête d'Anne tomba au sol avec un bruit sourd. Pendant un instant, son corps resta agenouillé avant de s'effondrer lentement. Le bourreau saisit sa tête par les cheveux et la brandit devant la foule, silencieuse, figée par l'horreur. Personne n'osa parler. Ce n'est qu'après plusieurs minutes qu'un assistant s'approcha pour recouvrir le cadavre. Il n'y aurait pas de cercueil. Son corps fut placé dans une simple caisse en bois et enterré sans nom. Ainsi s'achevait l'histoire d'Anne Boleyn. Le 19 mai 1536, la vie d'Anne Boleyn prit fin d'un seul coup d'épée. Son corps sans vie, privé de la dignité d'un cercueil royal, fut promptement jeté dans une simple caisse de bois brut, puis hâtivement inhumé dans la chapelle Saint-Pierre-aux-Liens, au cœur même de la Tour de Londres. Il n'y eut ni cérémonie, ni deuil officiel, pas même un murmure de regret public. Pour Henri VIII, sa seconde épouse n'était plus qu'un chapitre clos, une erreur embarrassante à effacer.
dès le lendemain de son exécution sanglante, le roi donna des ordres catégoriques, implacables. Tous ses portraits devaient être retirés, brûlés, effacés de la vue. Son nom devait disparaître des registres officiels, des documents royaux. Son existence même, il l'ordonnait, devait être oblitérée de l'histoire, comme si Anne Boleyn n'avait jamais été. Mais l'histoire, elle, n'oublie pas. Elle garde en mémoire les échos des passions et des trahisons, des révolutions et des martyrs. Pour comprendre l'impact colossal d'Anne Boleyn, il faut regarder au-delà de sa fin tragique, au-delà de l'échafaud. Sa vie, son mariage et sa mort ne furent pas de simples anecdotes royales, mais des secousses telluriques qui marquèrent un tournant irréversible dans l'histoire de l'Angleterre. Son union avec Henri VIII, loin d'être une simple union royale, bouleversa le destin de la monarchie, et plus encore, celui de l'Église. Avant Anne, l'Angleterre vivait sous l'autorité incontestée du pape, soumise aux dogmes et aux décrets de l'Église catholique romaine. Mais son refus obstiné d'être une simple maîtresse, son insistance farouche à devenir reine à part entière, provoquèrent un schisme sans précédent. Henri VIII, poussé par sa passion et son désir d'un héritier mâle, défia Rome, rompit avec l'Église catholique et, dans un acte de souveraineté audacieux, créa l'Église anglicane. Ce fut un acte d'une portée inouïe qui transforma à jamais la structure du pouvoir en Europe, déplaçant les allégeances et redessinant les frontières spirituelles et politiques. Pourtant, le roi, le cœur aussi vite détaché qu'il s'était enflammé, ne perdit pas un instant. Seulement 11 jours après l'exécution d'Anne, avant même que l'écho de la sentence ne s'estompe, il épousa Jane Seymour, sa troisième épouse. La cour fut sommée d'oublier, de passer à autre chose, comme si la mort d'Anne Boleyn n'était qu'un événement mineur, une parenthèse à vitre fermée. Mais son héritage, entrelacé avec les fils complexes du pouvoir et de la foi, ne pouvait pas disparaître aussi facilement ni aussi rapidement. Bien qu'Henri VIII a tenté d'effacer Anne Boleyn de tous les livres et de toutes les mémoires, il ne pouvait en faire de même avec sa fille, la petite Élisabeth. Lorsque Anne fut exécutée, Élisabeth n'avait que 2 ans. Trop jeune pour comprendre, trop fragile pour protester. Officiellement, elle fut déclarée illégitime, privée de ses droits de succession, reléguée au rang de bâtarde royale. Son destin semblait scellé. Elle grandirait loin du pouvoir, une figure secondaire, effacée, tandis que d'autres enfants du roi prendraient sa place, héritier légitime de la couronne. Mais l'histoire, avec ses méandres imprévisibles, en décida autrement. La volonté d'un roi, aussi absolue fût-elle, ne pouvait dicter seule le cours des siècles. Le règne d'Henri VIII, paradoxalement, fut marqué par une instabilité dynastique persistante. Il se maria 6 fois au total, dans une quête désespérée d'un héritier mâle. Un seul fils, Édouard VI, survécut à sa mort prématurée, mais son règne fut bref, laissant un vide dangereux. Une crise dynastique éclata alors. D'abord, Marie Ier, la fille de Catherine d'Aragon, la première épouse d'Henri, monta sur le trône. Elle tenta, avec une ferveur implacable, d'imposer une restauration brutale du catholicisme en Angleterre, reniant l'héritage de la réforme de son père. Les bûchers s'allumèrent, les persécutions se multiplièrent et le pays fut plongé dans une période de troubles sanglants. Pendant ce temps, dans l'ombre du pouvoir, Élisabeth attendait son heure, observait, apprenait. Son existence même était un défi silencieux à la tentative d'effacement de sa mère. Elle avait survécu aux intrigues, aux menaces, aux jugements. À la mort de Marie, en 1558, le destin frappa à la porte de la jeune femme reléguée. Élisabeth Ier, la fille de la reine décapitée, devint reine d'Angleterre. Son avènement marqua le début de l'un des règnes les plus importants et les plus glorieux de l'histoire du pays. Son accession au pouvoir prouva que l'histoire ne se plie pas toujours à la volonté d'un roi, aussi puissant soit-il. Sa mère avait été exécutée sous l'accusation de trahison, son nom avait été effacé des annales officielles, mais sa fille, l'enfant illégitime et mise au ban, allait devenir l'une des monarques les plus puissantes et les plus emblématiques du monde. Le règne d'Élisabeth Ier fut une éclatante revanche, un témoignage vibrant de la résilience d'une femme et de la force du destin. Pendant 44 ans, cette fille, que l'on avait jadis déclarée bâtarde et indigna du trône, allait graver son nom en lettres d'or dans les annales de l'histoire.
Elle ne fut pas qu'une simple souveraine, elle fut l'architecte d'une nouvelle ère pour l'Angleterre, une ère de stabilité, de puissance et d'épanouissement culturel défiant toutes les attentes. Dès les premières années de son règne, Élisabeth s'attela à consolider l'Église anglicane, l'héritage religieux laissé par son père. Mais elle le fit avec une prudence et une sagesse qui manquèrent à ses prédécesseurs. Loin des extrémismes catholiques de sa sœur Marie ou des velléités plus radicales de certains protestants, Élisabeth forgea un compromis, une voie moyenne qui apaisa les tensions religieuses et jeta les bases d'une cohésion nationale. Elle comprit que la paix du royaume dépendait de la tolérance, une leçon durement apprise par les erreurs passées. Sa politique intérieure fut marquée par la restauration de l'ordre et l'encouragement des arts et des sciences. La cour élisabéthaine devint un foyer vibrant de créativité, accueillant des poètes, des dramaturges comme le jeune William Shakespeare, des explorateurs audacieux. L'Angleterre, sous son égide, rayonna de nouveau sur la scène européenne, sa voix portée par des marins intrépides et des diplomates astucieux. Mais c'est sur la scène internationale qu'Élisabeth démontra sa véritable grandeur. Son règne fut un défi constant aux puissances catholiques d'Europe, notamment l'Espagne de Philippe II, qui la considérait comme une hérétique et une usurpatrice. Le point culminant de cette confrontation fut l'invasion de l'Angleterre par l'invincible armada espagnole, une flotte gigantesque et réputée invincible en 1588. L'enjeu était immense, la survie même de l'Angleterre protestante, l'indépendance de la couronne. Face à cette menace colossale, Élisabeth se montra une chef de guerre résolue. Son discours aux troupes à Tilbury, avant la bataille, est resté légendaire. « Je sais que j'ai le corps d'une femme faible et frêle, mais j'ai le cœur et l'estomac d'un roi, et d'un roi d'Angleterre aussi. » Son courage galvanisa la nation. Par une combinaison de tactiques navales brillantes, de vents favorables et d'une détermination sans faille de la marine anglaise, l'armada fut vaincue, dispersée, humiliée. Ce fut une victoire retentissante qui non seulement sauva l'Angleterre, mais marqua aussi le déclin de l'Espagne comme superpuissance maritime et l'ascension de l'Angleterre sur les mers du monde. L'Angleterre entra alors dans une ère d'expansion et de rayonnement culturel sans précédent. Les explorateurs anglais sillonnèrent les océans, jetant les bases du futur empire britannique. Les commerçants établirent des routes lointaines, ramenant des richesses et des connaissances. Le pays prospérait, son identité nationale s'affirmait. Et au centre de tout cela, il y avait Élisabeth, la reine vierge. Une femme qui ne se maria jamais, refusant de partager son pouvoir avec un époux, mais qui gouverna avec plus d'autorité, de vision et de sagesse que n'importe quel roi avant elle. L'ombre d'Anne Boleyn, la reine décapitée, planait toujours sur le trône, mais elle était désormais une ombre de triomphe indirecte. La fille de celle que l'on avait voulu effacer de l'histoire devint l'incarnation même de la grandeur anglaise. Le destin, dans une ironie suprême, avait transformé la tragédie d'une mère en le plus grand succès politique de sa fille. Élisabeth n'a jamais renié l'héritage de sa mère, même si elle a dû naviguer avec prudence dans les eaux troubles de sa légitimité. Son simple règne était un monument à la mémoire d'Anne, bien plus puissant que n'importe quel cénotaphe. Aujourd'hui encore, la tombe d'Anne Boleyn repose humblement dans la chapelle Saint-Pierre-aux-Liens, au cœur de la Tour de Londres. Pas de monument fastueux, pas d'inscription ostentatoire, juste une simple pierre tombale, discrète, presque effacée. Mais son histoire, elle, n'a jamais cessé de fasciner, d'intriguer, de résonner à travers les siècles. Ce qu'Henri VIII tenta d'anéantir, de faire disparaître à jamais par une exécution brutale, fut conservé, magnifié, immortalisé dans l'histoire du monde par l'incroyable destinée de sa fille. Anne Boleyn perdit la tête sur l'échafaud, c'est vrai. Son corps fut jeté sans faste dans une fosse commune. Au contraire, il fut inscrit en lettres indélébiles dans le grand livre de l'humanité. L'histoire n'est pas toujours écrite par les vainqueurs du moment, mais parfois par les échos silencieux des victimes. La mort d'Anne Boleyn, brutale et publique, ne fut donc pas un point final, mais l'acte inaugural d'un nouveau chapitre pour l'Angleterre, teinté du sang de la trahison et des promesses d'un avenir incertain. Son existence, loin d'être réduite à un fait divers macabre, s'érigea en un catalyseur. Elle fut la femme qui,
par son ambition et son destin tragique, fit basculer l'Angleterre dans la modernité, forgeant une nation indépendante de Rome et ouvrant la voie à une ère de grandeur sous le règne de sa propre fille. Son histoire résonne encore comme un écho des luttes de pouvoir, des caprices royaux et de la force inattendue du destin. Au-delà de l'éclat des couronnes et du tranchant des épées, Anne Boleyn incarne la figure complexe d'une femme piégée dans une époque où les hommes détenaient tous les pouvoirs. Elle a osé vouloir plus que ce qui lui était prédestiné. Elle a navigué dans les eaux troubles de la cour avec intelligence et audace. Sa quête d'un héritier mâle, si cruciale pour sa survie et celle de la dynastie, fut sa plus grande faiblesse et, paradoxalement, la source indirecte de sa revanche historique. C'est de son échec à donner un fils à Henri que naquit la nécessité d'une rupture encore plus radicale avec l'ancienne reine et finalement la naissance d'une princesse qui allait défier toutes les prédictions. L'ironie suprême de son sort réside dans le fait que, même en cherchant à l'effacer, Henri VIII a involontairement gravé son nom plus profondément dans les annales. La fille qu'il avait déclarée illégitime et privée de tout droit devint le joyau de sa couronne, l'incarnation d'une nouvelle Angleterre. Élisabeth Ier fut le plus beau des monuments à la mémoire de sa mère, un monument vivant, vibrant de pouvoir et de prestige. Le règne de la Reine Vierge ne fut pas seulement un accomplissement personnel, mais une preuve retentissante que la vérité et la force de l'individu peuvent triompher des machinations les plus sombres du pouvoir. L'histoire d'Anne Boleyn est un puissant rappel que les tentatives d'oblitérer une existence, de railler un nom de la mémoire collective, sont souvent vouées à l'échec. Plus on tente de la faire disparaître, plus elle s'ancre, plus elle intrigue, plus elle force à la réflexion. Henri VIII voulait qu'elle soit oubliée. Elle est devenue inoubliable. Il voulait que sa fille soit une ombre, elle fut un soleil. Sa vie est un témoignage de la façon dont les événements les plus personnels peuvent avoir les répercussions les plus vastes, redéfinissant les nations et les croyances. Cette reine déchue nous enseigne la fragilité du pouvoir, ce tyran éphémère qui élève et abat avec une égale violence. Elle nous montre que la justice des hommes est souvent imparfaite, parfois aveugle, et que la réhabilitation peut venir de la manière la plus inattendue à travers le legs d'une descendance oubliée. Sa bravoure face à la mort, sa dignité inébranlable sur l'échafaud, son refus de se plier aux accusations mensongères font d'elle bien plus qu'une simple victime. Elle est devenue un symbole de résilience, une voix pour toutes celles et ceux dont le destin fut brisé par l'arbitraire et la cruauté. Aujourd'hui, quand on visite la tour de Londres et qu'on s'arrête devant cette modeste pierre tombale, l'on ne voit pas seulement les restes d'une reine exécutée. On perçoit l'écho d'une révolution, la genèse d'une nouvelle ère. On y lit l'histoire d'une femme qui, en perdant sa tête, a paradoxalement trouvé son immortalité. Son sacrifice, même involontaire, a contribué à façonner le monde tel que nous le connaissons. Il nous rappelle que même les gestes les plus terribles du pouvoir peuvent, à long terme, engendrer des conséquences inattendues et transformer la tragédie en un tremplin pour le progrès. L'histoire d'Anne Boleyn est donc une leçon intemporelle, celle que le véritable héritage ne se mesure pas aux richesses accumulées ou aux monuments érigés en son honneur, mais à l'impact durable qu'une vie, même brève et tumultueuse, peut avoir sur les générations futures. Elle nous invite à regarder au-delà des apparences, à sonder les profondeurs du destin et à reconnaître que, parfois, les plus grandes victoires sont écrites avec l'encre indélébile de l'adversité. Le temps est le juge suprême, et il a rendu son verdict sur Anne Boleyn bien des siècles après que sa tête ne soit tombée.